ce que je vous propose aujourd'hui n'est pas une réflexion sur la mort. Je vous propose plutôt une réflexion sur le corps mort. Le corps, en tant qu'objet mystérieux et gênant, source de sentiments contradictoires comme le chagrin, le dégoût, la superstition, la peur. Et en même temps, le corps mort en tant que protagoniste de l'histoire de la politique des cimetières mise en place par les gouvernements des pays nord-occidentaux, comme la France et l'Italie par exemple, à partir de l'âge moderne. Une histoire qui est en quelque sorte l'histoire des péripéties que ce corps a subies dans son passage de la fosse commune du cimetière des paroisses du XVIIIe siècle à la tombe individuelle du cimetière municipal du XIXe siècle, à l'urne après l'incinération toujours depuis le XIXe siècle et plus récemment à la dispersion des cendres dans le néant. Il s'agit donc de 4 scénarios, voire de 4 formes différentes d'emplacement du corps mort qui cachent des logiques et des enjeux différents. Il y a les logiques et les enjeux des élites du pouvoir scientifique et des élites politiques qu'à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, au nom de l'hygiène publique, cherchent à réaliser la médicalisation de la mort. Une médicalisation qui s'inscrit dans le plus vaste projet moderne de démocratisation et de laïcisation de la société. Puis, il y a les logiques et les enjeux de l'Église catholique. Une Église qui défend son rôle confessionnel lors de la mort de l'individu. Il n'y a aucun doute, le binôme hygiène-mort met en jeu la délicate question de la religiosité populaire et renvoie aux préceptes moraux de l'Église catholique, surtout quand on fait explicitement référence à la liberté de l'homme à décider du sort de son propre corps après la mort. Puis il y a les logiques et les enjeux des individus mêmes, à qui les élites demandent de changer radicalement leur conception du corps mort, le leur et celui des autres. Médicaliser et laïciser la mort constitue un défi non seulement pour les élites laïques et religieuses des pays européens en cours d'industrialisation, mais pour la société tout entière. Chaque groupe social participe à cette aventure collective en y emportant ses propres intolérables et en traversant un délicat processus de négociation, d'arrangement et de reconnaissance d'intérêts divergents. Quelle catégorie des individus, quels groupes sociaux ont participé à la réalisation de la séparation des vivants des morts? Quelles sont les convergences ou les divergences par rapport à l'intolérable généré par cette séparation? À quel soulagement et regret a-t-elle donné naissance? Je vous propose aujourd'hui de donner quelques réponses en suivant les péripéties du corps mort. Nous pouvons partir du premier des 4 scénarios que j'ai évoqués, à savoir de celui du corps mort jeté dans la fosse commune après la cérémonie religieuse. Sur cette pratique qui jusqu'à la fin du XVIIIe siècle concerne les classes populaires de nos pays, je vous rappelle au passage que la noblesse, l'haute bourgeoisie et les hiérarchies ecclésiastiques disposent de chapelles funéraires et tombeaux privés. Nous disposons de recherches exhaustives depuis des décennies. Parmi les autres, les travaux de Philippe Ariès, Michel Bauvel, Louis-Vincent Thomas, Edgar Morin, Didier Urbain montrent bien que jusqu'à la première partie du XVIIIe siècle, les enterrements avaient lieu directement sous les planchers des églises, dans des vastes souterrains où les cadavres des individus appartenant aux classes populaires étaient jetés pêle-mêle. Les cadavres des plus pauvres n'étaient pas enfermés dans des bières, mais enveloppés dans des linceuls. La pratique des inhumations collectives était acceptée sans gêne et elle ne heurtait pas la sensibilité populaire. L'historien n'a pas de traces documentaires de demande de changement de cette pratique provenant du bas.
Mais arrivé à la seconde moitié du siècle, les mentalités sont en phase de transformation. Une angoisse croissante liée aux exhalations émanant de la matière en décomposition se développe. Les odeurs et les miasmes provenant des fosses désormais saturées provoquent une gêne, voire un sentiment d'horreur. Les images même du cadavre vont au-delà du seuil du tolérable. Dans les centres urbains, les églises, les cimetières, les rues et les places font l'objet d'un contrôle serré de la part des autorités sanitaires qui, depuis les épidémies de peste du XIVe siècle, cherchent à réaliser un programme de désinfection et d'assainissement. À partir de là, le mouvement et les polémiques entraînées par les hygiénistes sur la question des cimetières soulignent l'argumentation rationnelle de bâtir des cimetières en dehors des espaces habités. Aux intolérables exprimés par les savants répondent ceux du haut clergé. Écoutons ce qui écrit l'évêque de Turin aux autorités municipales en 1766. De nos jours, dans les églises, les tombeaux ne peuvent plus être des lieux de prière. Ils sont plutôt des endroits indécents, objets de fréquentes profanations, de gêne continue et parfois d'horreur et de nausées pour les fidèles. Les exhalations putrides qui empestent l'air et les ordures exposées à la vue de tous soulèvent le cœur des fidèles les plus fervents. À l'autre extrémité de l'éventail social, les individus appartenant aux classes populaires, apparemment moins réceptifs aux mauvaises odeurs, n'y sont pas tout à fait indifférents. Ils manifestent leur crainte, leur gêne et le caractère intolérable de ces nuisances. Ils croient aux histoires terrifiantes de morts collectives causées par les exhalations de cadavres au cours de services religieux. J'ai dit tout à l'heure que l'historien est en quelque sorte autorisé à dire que la pratique de l'inhumation dans les fosses communes ne semble pas avoir gêné la sensibilité collective. Cependant, l'absence d'une tombe individuelle qui marque la présence tangible des corps des défunts n'autorise pas à croire que ceux-ci sont oubliés par les vivants. On peut supposer alors que les individus pratiquent une sorte de mémoire du cœur. Je peux conclure que ce sont les savants qui créent un nouveau besoin, à savoir la pratique de l'inhumation dans la tombe individuelle. Je viens ainsi au deuxième scénario. Les terribles épidémies des dernières décennies du XVIIIe siècle sont l'occasion de hâter les décisions gouvernementales. Par des décrets souverains, débute l'exhumation et le transfert des ossements épurés des tombeaux et des chapelles de familles, des églises et des monastères vers des endroits plus éloignés des centres habités. Cette opération revêt partout dans les villes européennes des aspects inquiétants, tout comme ceux qui se manifestent à Paris lors de la fermeture du cimetière des Innocents entre 1785 et 1787. Les classes populaires assistent muettes à ce lugubre transfert. Les documents qui nous sont parvenus ne font état d'aucune protestation ni d'opposition marquante. Cependant, un changement législatif irréversible se réalise. Après la fermeture des cimetières des paroisses, le corps mort gît dans un cimetière de Pau, loin de l'habitat, au grand soulagement des vivants. Dans une première phase, ce lieu n'est pas pensé comme un lieu qui engage les vivants dans l'exercice de la mémoire. Il s'agit d'un lieu où l'État et la couronne se sont octroyés le rôle de médiateurs entre les exigences des élites scientifiques préoccupées de l'hygiène publique et l'exigence de l'Église de garantir la continuité religieuse. À partir de la législation napoléonienne de 1804, les législateurs statuent que le cimetière communal est le seul endroit autorisé pour les enterrements et en même temps fixent les règles des obsèques
qui, au point de vue de l'apparat funéraire et de la représentation du défunt, reflète les couches sociales dont la société est composée. L'arsenal des lois et des règlements dorénavant fixés exprime des intolérables qui vont de façon cohérente dans la même direction. Ils régleront toutes les phases après la mort, ce que l'on fait chez les morts, au cours du transfert à l'église et au cimetière, au cours de l'enterrement lui-même, jusqu'à la conservation de sa mémoire au cimetière. La mort doit être déclarée à la commune, le décès doit être certifié par un médecin, le cadavre doit rester 24 heures chez lui et gisir dans un endroit à l'écart du reste de la maison. Il ne doit pas être touché. Seul un personnel spécialisé envoyé par l'administration communale est autorisé à le bouger. Ce personnel est aussi autorisé à mettre le cadavre en bière, à le transporter et à l'enterrer. Le cimetière est un endroit sacré qui doit être respecté. Les intentions du législateur sont donc de nature hygiénique, religieuse et culturelle. Le corps mort, bridé par des dispositions réglementaires, n'est plus monopole de l'Église. Il est neutralisé au point de vue infectieux. Il ne doit plus inspirer confiance physique à la population. En protégeant le cadavre et en lui donnant un statut juridique, l'État vise à concilier l'exigence de l'hygiène publique avec la piété, la protection de la santé des vivants et le respect pour ceux qui meurent. Le cimetière communal sera le premier pilier d'un échafaudage complexe où la structure et la superstructure, cimetière et mémoire, vont être fortement liées. C'est ainsi que débute celle que Michel Vauvel appelle l'aventure collective européenne et extra-européenne de la réalisation des grands cimetières urbains du XIXe siècle. D'Oslo à Palerme ou à la Nouvelle-Orléans, dit-il, on retrouvera cette aventure collective en même temps avec l'émergence de l'individu à l'apogée de la société bourgeoise. En exilant les morts, selon une image très suggestive donnée par Philippe Ariès, la société exprime une nouvelle culture du corps mort. Cependant, l'harmonisation de la mort avec l'hygiène et avec la piété vis-à-vis des défunts n'est pas facile à se réaliser. Les élites politiques, religieuses, médicales s'en aperçoivent bientôt. Leur action pédagogique se heurte aux murs érigés par les traditions et les pratiques populaires. Les administrateurs des villes, les médecins et les curés rapportent cette absence de prévention des populations vis-à-vis du cadavre. Les gens le gardent chez eux, alors que la vie quotidienne reprend son cours. Ils le touchent, le bougent, le transportent à la paroisse au cimetière sur de fragiles civières. Ils le déposent au bord de la route. Quand il se repose, il se restaure. Quant au respect des cimetières, il ne s'habitue pas facilement aux horaires des visites imposées par les règlements municipaux. Il ne comprend pas qu'il soit interdit d'avoir sur soi, dans ces lieux, des bâtons, des couteaux, ainsi que des petits ustensiles nécessaires à la vie quotidienne. Ils ne se font pas à l'imposition du silence devant les tombeaux. En somme, ils ont tendance à garder l'héritage du Moyen-Âge, donc de percevoir le cimetière des paroisses comme un lieu public où on peut passer ouvert jour et nuit au pâturage de toutes sortes d'animaux, où on peut passer avec des charrettes ou à l'occurrence on mange, on danse. D'ailleurs, au cours des veilles, des repas funèbres, des visites aux défunts, la sobriété et le silence ne sont pas de rigueur. Pendant la première partie du XIXe siècle, les municipalités n'ont pas les moyens financiers pour élargir la gratuité des services mortuaires à toute la population, ce qui va jouer un rôle important dans le retard de l'application de la nouvelle pratique.
et encore ce qui montre le caractère abstrait des dispositifs mortuaires par rapport aux conditions de vie matérielle ainsi que l'écart culturel entre la loi et les pratiques individuelles. Cependant, derrière une apparente immobilité, les choses bougent. À la veille de la révolution pastorienne, nous sommes aux années 1870, la dénonciation des dangers provenant du corps mort, surtout du corps mort infecté, devient une constante du débat scientifique qui se développe à Bruxelles, Paris, Turin, Genève, Vienne, Londres, lors des congrès d'hygiène internationaux. En Europe, le mouvement hygiéniste est en phase de transition générationnelle. Savants, médecins et techniciens convertis à la microbiologie s'adressent aux gouvernements respectifs avec des accents différents de ceux de leurs pairs. Le projet est en même temps scientifique et idéologique. L'objectif est le franchissement de la phase moralisatrice de la société et le passage à la phase de la médicalisation de la société, une société qui doit être libérée du chantage, du cercle vicieux, épidémie, maladie, mort, grâce à l'action conjuguée de la vaccination, de l'isolement et de la désinfection. Les hygiénistes de la seconde partie du XIXe siècle demandent la formulation des lois sanitaires ainsi que plus d'autonomie et une augmentation des moyens financiers des municipalités. L'intervention de l'État sur le terrain doit se réaliser avec la médiation des médecins, des chimiques, des bactériologistes, des ingénieurs, des architectes et des fonctionnaires publics spécialisés. La science ne doit pas abdiquer devant la porte de l'Église, disent les hygiénistes, même s'il s'agit de la mort. Le projet est en symbiose avec les projets pédagogiques de l'État progressiste libéraux, qui préfigure une société ordonnée, propre et rationnelle. La bourgeoisie productrice du XIXe siècle en ascension est en phase d'élaboration du moral laïque qui, au nom du progrès et de la science, se propose d'entrer dans les espaces privés, de mettre fin à ce que j'appellerais l'anarchie de comportement, vis-à-vis évidemment de l'hygiène publique, des comportements individuels pour les soumettre aux exigences de la collectivité. Ainsi, les règles d'hygiène, les conceptions élaborées autour du corps développent une sorte de catéchèse, une action pédagogique qui consiste en un bagage de dissuasion et d'interdiction indiquant un modèle de comportement qui dénature la vie quotidienne. Il s'agit de règles fonctionnelles au devoir de la représentation de la bourgeoisie qui sont inséparables de l'exercice du pouvoir. En ce qui concerne les interdictions vis-à-vis du corps mort, la ligne de rupture se révèle encore une fois dans une situation d'urgence, notamment à l'occasion de la dernière épidémie du choléra ainsi que de la petite vérole des années 1884-5. Disons que cette dernière épidémie de choléra donnera effectivement une sorte d'accélération et le gouvernement, je reste à l'exemple de l'Italie et de la France, promulgue les lois de santé publique, en Italie en 1888, en France en 1902. Le corps mort est maintenant entouré par des figures institutionnelles, des professions et des métiers traditionnels comme le préfet, le maire, le médecin, le chimiste, le fossoyeur, et par des figures nouvelles comme les directeurs des bureaux d'hygiène et les bactériologistes municipaux. Les mots qui reviennent constamment dans les dispositifs et les règlements locaux sont isolement, hygiène, décence, décorum. La crudité du langage des hygiénistes frappe et, dans un certain sens, annule le sentiment de sacralité du corps mort que, malgré tout, il n'entend pas nier. Je cite, « Les cadavres souvent se vident prématurément et laissent échapper des liquides », écrit le docteur Picard en 1906. C'est pourquoi le matériel du cercueil où ils gisent doit garantir qu'ils ne puissent plus jamais nuire aux vivants.
l'hygiène et la décence exigent que la triste réalité de la mort soit voilée de plus de mystère. Il y a lieu de rechercher les moyens dont l'emploi simple, sûr, économique puisse s'opposer à tel inconvénient. À partir des années 90, ce règlement mortuaire marque la fin de la tolérance vis-à-vis des contrevenants à la loi. On ne peut pas affirmer qu'un tel processus soit automatique, car au passage du siècle et pendant les premières décennies du XXe, il subit encore les dernières contradictions des comportements des individus. Pour eux, il y a l'affection et le respect qui ne se séparent pas encore de l'intimité physique avec ce corps mort. Une sorte de fatalisme vis-à-vis des infections qui survit en même temps que la tentation de confier le corps mort aux soins du service public et la peur d'être mal jugé par les parents et les amis. Cependant, ces contradictions ne doivent pas nous tromper. Deux conditions permettent, à mon avis, le franchissement des résistances culturelles des populations. La première est la gratuité du service mortuaire accordé non seulement, comme le dit la traduction, aux pauvres qui vivent de la charité publique, mais aussi aux travailleurs pauvres, dont pratiquement à la majorité de la société. Puis, il y a la deuxième condition, le contrôle réel de l'application des lois grâce à la formation d'un personnel spécialisé. Au moment où les fossoyeurs et les transporteurs municipaux entrent dans toutes les habitations et au moment où ils se chargent des pratiques concernant le défunt, en remplaçant définitivement la famille, l'intimité physique avec le cadavre et les résistances s'évanouissent de manière irréversible. Le positivisme a transformé le cimetière des Paux du début du XIXe siècle en un lieu où se réalisent les exigences de la mort bourgeoise qui célèbre la cohésion sociale à travers l'affirmation des valeurs de la famille, du travail, de la religion et de la patrie, qui sauvegarde la décence et le décorum. Autour du corps mort et des modalités de son passage dans la sphère de la mémoire, la pacification avec l'Église est évidente. Ainsi, je dirais, si la vie devient païenne, la mort demeure encore plus longtemps chrétienne. Chaque tombe est la demeure d'un mort et par la suite l'expression d'une individualité, écrit un architecte en 1871. Mais elle est aussi, dit-il, comme une parole d'adieu adressée aux morts par les survivants, une expression de leurs sentiments, et dans cette mesure, les vivants y expriment aussi quelque chose de leur image. Progressivement, toujours pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, les morts inquiètent les vivants pour le trop grand espace qu'ils occupent au cimetière. Tous les agrandissements de cette structure qui se succèdent à partir des décennies 1870 sont insuffisants. En Italie, les municipalités expriment leurs craintes. Comment arrêter l'invasion des morts qui pressent les vivants, écrit un administrateur de la ville de Turin en 1885. Et de cette manière, où finirons-nous? Pourra-t-on toujours trouver de nouveaux espaces? Cette invasion croissante de la ville par les morts ne sera-t-elle pas une menace pour la ville des vivants? La même inquiétude se manifeste en France. En 1900, le médecin Victor Legoïc écrit « La population de nos vastes nécropoles augmente comme celle de nos grandes cités ouvrières qui entraînent et absorbent les travailleurs des champs. Les morts deviennent pour les vivants un constant objet de crainte. » Passage du siècle, une importante mutation culturelle s'est produite. Les individus, même les plus défavorisés, ont perdu la mémoire de l'enterrement dans les fosses collectives et les pratiques de leurs ancêtres. Ainsi, parmi les classes moyennes et progressivement parmi la classe populaire, voit le jour une véritable course à la tombe, poussée par un esprit d'émulation du modèle qu'est la bourgeoisie.
Maintenant, à l'ombre de la tombe se joue une véritable lutte de classe et la promotion sociale passe aussi par la dernière demeure. La conversion des classes populaires aux règles de ce qu'on pourrait appeler la mort bourgeoise est le résultat d'une convergence des processus multiples que je viens d'évoquer. Et s'il reste un écart chronologique de comportement entre la ville et la campagne, cela n'exclut pas l'irréversibilité du changement culturel. L'irréversibilité du changement culturel. Maintenant, le corps mort géré et protégé par l'État est entouré par des figures institutionnelles des professions et des métiers. Et les mourants sont progressivement confiés aux soins des professionnels, comme l'a montré de façon remarquable Norbert Elias dans son ouvrage La solitude des mourants. La dépouille est confiée aux professionnels des pompes funèbres. Il n'y aura pas de sentiment de culpabilité dû à cet abandon. Les hygiénistes, écrit Philippe Ariès, ont fourni un alibi à l'affirmation de la méfiance rationnelle vis-à-vis du corps mort. Cette méfiance, dit-il, autorisée et imposée, prend la place de la superstition irrationnelle du passé. J'en viens maintenant à la troisième forme de pérégrination du corps mort, celle de son incinération et de sa conversion des cendres, conservation des cendres dans l'urne. Tout d'abord, quelques mots sur l'idéologie de la crémation. Je vous rappelle au passage que la crémation fait une apparition fugace au moment de la Révolution française. Mais il n'y aura pas de suite à cette idéologie et seulement à partir des années 70 du XIXe siècle, elle est défendue en Italie, en Allemagne, en France, à la Belgique, par les forces politiques radico-libérales liées à la franc-maçonnerie. Elle représente un des aspects du grand dessein maçonnique de laïcisation de la société. Un des problèmes dont la franc-maçonnerie doit aujourd'hui s'occuper, peut-on lire dans la revue de la maçonnerie italienne, est celui des cimetières. Il s'agit de laïciser ces endroits où les cendres des morts doivent giser tranquilles. La crémation représente un message provocateur dirigé vers les milieux scientifiques et politiques les plus conservateurs, ainsi que vers l'Église catholique. L'hygiène publique concerne toutes les phases de la vie du citoyen, y compris celle de la mort. L'individu nouveau doit être vacciné, désinfecté, soigné, lavé et pourquoi pas incinéré au nom de l'hygiène et de l'intérêt de la collectivité. À l'époque, cette idéologie a donc au moins 4 buts. Diffuser l'image d'une science qui fournit à la société les instruments de son propre progrès, voire le four crématoire, libérer les villes des miasmes et des cimetières que les crématistes considèrent malgré tout comme des lieux infectés, restituer la terre aux vivants et préserver les morts de l'horreur de la putréfaction. Les crématistes du XIXe siècle affirment l'exigence d'une nouvelle rationalité urbaine, ainsi que l'organisation d'une société ordonnée et harmonieuse. Tout semble devoir s'adapter à une raison positive, à une confiance dans les valeurs de l'homme. Mais les enjeux de la crémation vont bien au-delà des raisons d'hygiène invoquées par ses promoteurs. Il s'agit de soustraire les sépultures au monopole religieux et de donner à l'individu la liberté de choisir le sort de son propre corps après la mort. Face à cette provocation idéologique, l'Église catholique ne montre aucune faiblesse. Elle condamne sans appel la crémation. La crémation, on peut lire sur un journal catholique en 1884, est condamnée par la nature, la religion, l'histoire, l'hygiène, la médecine légale, l'économie sociale, par l'horreur qui l'inspire. Elle n'a aucun fondement scientifique, elle est un attentat brutal à la dignité du corps humain sanctifié par la religion. En 1886, le pape Léon XIII condamne avec l'excommunication les crématistes et cette excommunication sera annulée seulement en 1963 par le pape Paul VI. Mais cela n'empêchera pas aux crématistes d'avoir
par deux gouvernements libéraux progressistes des années 1890, la victoire législative. Lors de sa reconnaissance législative, à l'occasion des lois de santé publique que j'évoquais, elle suscite encore des réactions controversées même à l'intérieur du mouvement hygiéniste. En France, Julie Rochard et Mivalin, médecin hygiéniste, dans un article qui écrit en 1892 pour le troisième volume de l'Encyclopédie d'hygiène et de médecine légale, affirme: la crémation comporte quelque chose de sinistre. À tort ou à raison, et quoi qu'en disent ses partisans, elle répugne à nos mœurs, et la preuve, c'est qu'à Paris, même au centre du mouvement hygiéniste, et malgré les encouragements de l'administration, il n'y a pas une personne sur 1000 qui veuille se faire incinérer. Cela tient à notre caractère national, à nos vieilles croyances, à des préjugés peut-être, mais ce sentiment est profondément enraciné dans la nation. Nous tenons à ce qu'on touche le moins possible à nos morts. Selon Norbert Elias, les partisans de la crémation ont eu le tort de troubler les esprits des individus en dévoilant ce qui se passe dans les tombeaux. Et les individus et la population. Tout au long du XIXe siècle, et au moins jusqu'à l'entre-deux-guerres, la pratique de la crémation demeure largement minoritaire et élitiste. Les individus de la seconde moitié du XIXe siècle, pressés par une action éducative qui va de la scolarisation à la médicalisation, de la prévention à l'hygiène publique et privée, sont beaucoup plus attentifs aux dispositifs promulgués pour améliorer leur qualité de vie qu'aux perspectives concernant leur mort. La mise en place d'une propagande crématiste vis-à-vis de la classe populaire est presque impossible. Toutefois, les tentatives d'attiser l'imagination et les sensibilités ne manquent pas. Écoutons ce qui écrit en 1887 un médecin hygiéniste français resté anonyme, dont on parle ses collègues au Congrès international d'hygiène à Paris. Avec la crémation, vous ne serez pas séparés de vos proches, de vos amis quand ils seront brûlés. Vous les aurez encore près de vous. Prenez une certaine dose de cendre, ajoutez de la terre végétale, mettez le tout dans un pot à fleurs et semez de grains. En cultivant bien, en arrosant avec soin, vous pourrez obtenir au bout de quelque temps des charmantes fleurs qui vous rappelleront ce que vous avez perdu et que vous avez pleuré. Et encore, s'agit-il d'une jeune fille, prenez le cœur, brûlez-le à part, en ajoutant aux cendres du minium et du kaolin, vous en faites un charmant petit objet auquel vous donnez la forme que vous voulez, celle d'un cœur par exemple, sorte de bijoux que vous pouvez suspendre à votre cou en souvenir de la pauvre morte. Mais reconnaissons qu'aucune de ces tentatives n'a touché les sensibilités populaires et que le dilemme, la flamme ou le verre ne passionnent que les spécialistes de l'époque. D'ailleurs, ces dilemmes nous passionnent-ils aujourd'hui? De nos jours, qu'est-ce qui peut inciter au choix de la crémation? Une pratique désormais libre qui a perdu sa connotation de lutte idéologique contre l'Église catholique. En tant qu'historien, je reste neutre, mais je propose à votre réflexion quelques réponses qui viennent d'une enquête menée par la Société de crémation de Turin il y a quelques années. J'ai choisi de me faire incinérer parce que je ne tolère pas l'idée d'être enterré vivant. Quand je meurs, je ne veux pas être oublié et jeté dans la poubelle, donc je me suis inscrit auprès d'une société de crémation. J'ai la terreur de la terre et des vers. J'ai eu une expérience terrible en assistant à une exhumation. Je n'ai pas peur de la mort, voilà pourquoi je me ferai incinérer. Je voudrais que mes cendres soient dispersées dans la rivière de ma ville, à même endroit où je me baignais. Je ne veux pas être brûlée parce que j'étais une honnête femme. Quelle interprétation peut-on donner à ces réponses?
En laissant aux spécialistes d'autres disciplines comme l'anthropologie, la sociologie et la psychologie leur lecture spécifique, j'exprime mon sentiment. Il me semble que ces réponses reflètent des attitudes mentales et une sensibilité qui n'ont rien à voir avec un modèle de mort laïque rationnel. En effet, il s'agit de réponses que nous ne penserions pas recevoir dans une grande ville de nos jours. Aujourd'hui, nos sociétés n'adhèrent pas encore entièrement à la pratique de la crémation. Elles hésitent, comme le dit Didier Urbain, entre la tentation du néant et le désir des traces. Mais je dirais que cette liberté de hésiter entre le choix de la tombe, de l'urne et de la dispersion des cendres dans le néant est un danger. Dans nos pays émerge l'idée que la crémation serait peut-être une solution au croissant manque d'espace dans les cimetières. Une manque d'espace qui inquiète beaucoup toutes les administrations locales. Il se peut que dans 20 ans, cette manque croissante sera telle que l'inhumation ne sera plus possible. Le leitmotiv du XIXe siècle des morts qui envahissent les vivants revient. Mais peut-être il sera préférable de dire que ce leitmotiv n'a jamais perdu son actualité. Le quatrième des scénarios que je vous propose aujourd'hui est celui du corps réduit en cendres et des cendres dispersées dans le néant. J'en dirai quelques mots. Ce scénario est relativement nouveau. Sur le plan de sa mise en pratique, il est encore très minoritaire. Ce scénario donc concerne très peu le présent. Cependant, j'ai le sentiment qu'il va concerner l'avenir beaucoup plus que l'on pense. En Italie, la dispersion des cendres n'est possible légalement que depuis un an. Mais il faut savoir que la loi a été promulguée dans l'indifférence générale. Aucun mouvement ne l'a réclamée. Seules les sociétés de crémation la soutenaient. Ce scénario, bien qu'encore fragile, nous fait penser que l'alternative tombe-urne est déjà dépassée sans que l'opposition idéologique inhumation-crémation n'ait été résolue. Une dernière réflexion et je termine. Inhumation et crémation, tombe et urne, cendres conservées et cendres dispersées, mémoire tangible et mémoire du cœur, on a le sentiment qu'aujourd'hui, plus que jamais, la place à donner au corps mort génère de différents enjeux, y compris celui du marché milliardaire qui le concerne. Je dirais que les pérégrinations du corps mort sont loin d'être terminées. Qu'en sera-t-il de ce corps? Quel espace sera-t-il dans l'avenir? Le néant deviendra-t-il sa destination obligée par la loi? Et dans ce cas, allons-nous tolérer cette dispersion obligatoire? Et ceux qui restent, sauront-ils cultiver la mémoire du cœur comme le faisaient nos ancêtres? Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup d'avoir abordé avec cette gravité et cette précision historique des questions qui sont sérieuses et qui ne sont pas faciles. Donc on prendra les questions sur cette intervention après. Donc je laisse la parole tout de suite à Bernard-Marie Dupont et on reviendra peut-être, on va peut-être revenir au corps vivant un petit moment. Bonsoir, merci. Merci à vous d'avoir organisé cette soirée et puis de m'avoir invité. Va-t-on revenir au corps vivant? J'en suis pas absolument certain, enfin on va voir. Je crois que ce qui vient d'être dit, donc qui témoignait de l'impact de ce qu'on pouvait faire avec ou sans, ou de différentes manières, du corps mort, témoigne d'un intérêt pour ce qui est advenu, ce qui est déjà arrivé, la mort. Et paradoxalement, alors que la médecine s'intéresse à ce qui est vivant ou de l'ordre du vivant, on constate quand même que dans le cadre de la mort, elle n'a d'autres soucis également que de s'intéresser à ce qui est advenu, la mort en tant que telle, et d'essayer de donner ou de modifier des définitions. On a l'impression quand même
et ça c'est une expérience palliative d'une douzaine d'années en Angleterre, que la vie pose problème, que le mourir en tant que tel, comme processus, que ce qui est en train d'advenir pose problème à la médecine, et qu'elle est quand même beaucoup plus à l'aise avec ce qui est advenu, ce qui n'est déjà plus de la vie mais de la mort, et qu'elle a peut-être plus de facilité à regarder, observer, constater, c'est un mot qui revient souvent, ce qui est donc ce qui relève de la mort, ce qui est quand même un peu paradoxal pour une discipline qui se veut une étude ou un approfondissement de la vie en tant que telle. Alors, ce que je vais dire n'engage que moi. Je ne suis pas moraliste. J'essaye simplement, un épistémologue, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui porte un regard ou qui essaye de porter un regard philosophique sur une discipline, en l'occurrence la médecine, comme un anatomiste. C'est-à-dire que j'ouvre plan par plan et j'essaye de décrire sans juger. Je regarde simplement comment se font nos modèles, nos façons de penser. J'ai pris le métro pour venir. Et curieusement, enfin c'est un hasard, j'ai pris le métro à la station Pasteur. Et à la station Pasteur, il y a un certain nombre de phrases qui sont écrites. Et il y a en particulier, alors c'est vraiment le hasard, j'étais en face du panneau qui s'appelle « Le corps dévoilé », où je vous invite à lire, parce que c'est exposé en permanence. Il y a 3 citations de François Dagonier, Jean-Pierre Changeux et je crois François Jacob, si ma mémoire est bonne. Et les 3 montrent l'importance du voir en médecine, où on a eu de cesse en médecine de dévoiler, d'aller chercher à l'intérieur, de mettre en lumière, de mettre en évidence, de lutter contre l'obscurité. Donc toujours ce rapport intérieur-extérieur, mis en lumière, montrer le phénomène de la monstration, j'y reviendrai, qui est quand même très important. Et puis la dernière digression avant de commencer, prix Nobel de médecine, consacré à un phénomène qu'on appelle l'apoptose, vulgairement le suicide cellulaire, qui montre l'importance du renouvellement des cellules, etc. C'est quand même intéressant de voir que c'est le sujet en biologie qui a fait, dans toute l'histoire de la biologie, le plus d'articles scientifiques. Donc cet intérêt, pas nouveau, ancien, répété, des scientifiques pour quelque chose qui est de l'ordre... Alors, il faudrait demander à Jean-Claude Hamzen de l'immortalité ou pas de l'immortalité, d'un nouveau mythe, etc. Donc ça, c'est très, très intéressant. Alors, moi, je voudrais porter un regard épistémologique sur donc la médicalisation de la mort. J'aurais bien aimé aussi faire le rapport mourir, mort, etc. C'est difficile. Je vais quand même vous imposer un certain nombre de choses techniques. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un montage PowerPoint. Je suis obligé d'aller relativement vite. Je vous ai dit qu'en médecine, on s'intéresse bien plus facilement à ce qui est advenu qu'à ce qui advient. C'est probablement la raison pour laquelle les soins palliatifs ont posé autant de problèmes aux cliniciens. C'est-à-dire comment estimer, juger, mettre en fiche, mettre en mesure quelque chose qui est de l'ordre d'un processus en train d'advenir. Parce que mourir, c'est encore vivre d'une certaine manière. Je reviens à Canguilhem, adopter des normes ou des allures de vie différentes. Mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément mesurable. Jusqu'à quel point? Est-ce que c'est encore de la vie, plus de la vie? Est-ce que c'est déjà un processus de mort? Quand commence le processus de mort? Et bien, ces questions, on s'aperçoit que ça gêne profondément le corps médical et le scientifique, et qu'encore une fois, on a beaucoup plus de facilité, le pense-t-on, à s'intéresser à ce qui est de l'ordre de l'advenu, du constat. Avec comme point de départ simplement une citation face à cet impensable absolu et à cet indicible de la mort, une réponse médicale parmi d'autres. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé, il aurait fallu faire une réflexion philosophique de fond à partir de ce qu'a dit Vladimir Jankélévitch ou d'autres sur cet impensable absolu. Moi, je tente une réponse médicale parce qu'on va le voir, la réponse médicale, elle tient une part importante, ne serait-ce que légale, dans notre société occidentale. Une citation, la science est désormais pour nous le réel, son point de vue sur le corps qui le reproduit, non pas tel qu'il est vécu par chacun de nous, mais tel qu'il apparaît au regard anatomique qu'il a sectionné, comme on sectionne n'importe quel objet, nous est devenu si familier. C'est une citation d'un philosophe italien, c'est traduit de l'italien, d'un philosophe remarquable, en tout cas le livre est absolument remarquable, je vous invite à le lire, Les raisons du corps, paru en 1998, et c'est un livre de Galimberti, qui montre ce rapport ambigu que nous entretenons, nous, citoyens, et pas seulement ni malades, ni médecins, etc., avec cette médecine des corps, ce pouvoir qu'on donne, ce pouvoir quasi absolu qu'on donne aujourd'hui aux scientifiques, en particulier aux médecins et aux biologistes. Alors, médecine, nouvelle religion, peut-être. En tout cas, il faudrait réfléchir à ce pouvoir absolu qui est conféré
par la société, y trouver un ancrage aussi historique, le pouvoir que l'on donne à cette médecine et à ces médecins, relire en même temps Foucault, l'épisode ou les épisodes importants de la Révolution française. En tout cas, aujourd'hui, c'est évident qu'il y a une nouvelle religion du corps en santé, évidemment, jeune, guéri de tout, et ça, à mon avis, c'est nouveau, guéri de tout, y compris de la mort. Ce sont des enjeux qui me semblent très, très importants, qu'on ne voit pas forcément comme ça, il faut lire entre les lignes. Mes plus intéressantes lectures, ce sont les revues féminines, que je lis régulièrement parce que je prends celles qui me sont données. C'est quand même systématiquement l'apologie du corps, évidemment, jeune, beau, mince, avec des normes de vie très particulières. Très difficile de parler de la mort, de parler de la maladie, ou en tout cas, quand on parle souvent de la maladie ou de la mort, c'est aussi parce que dans l'espoir ou dans l'attente d'une guérison. Alors ça poserait aussi des questions médicales, en tout cas de philosophie médicale extrêmement importante, qu'on passe trop longtemps sous silence, entre guérir versus soigner, à savoir si on pense qu'on peut guérir de tout, est-ce que c'est encore le but précis de la médecine ? Je pourrais vous dire que nulle part, dans aucun texte, en particulier la tradition hippocratique ou autre, on ne trouve mention que la guérison est obligatoire en médecine. Pour une bonne et simple raison, c'est que la médecine n'est pas une science exacte. Je fais le pari qu'elle ne le sera jamais, qu'elle a pour obligation, ça c'est l'essence de la médecine, de soigner. Cerise sur le gâteau, quand elle peut guérir, elle guérit. Encore que, il faudrait interroger Canguilhem, voir ce que peut signifier cette notion de guérison, retour à l'innocence biologique, etc. Donc c'est tout un travail qui serait à faire, qui nous emmènerait loin, mais qui serait quand même très intéressant. Mort naturelle aussi versus mort tabou. Dans nos sociétés occidentales, la mort est montrée partout, sur les écrans de télévision, il y a du ketchup partout. Pour autant, la mort de l'individu en tant que tel, y compris dans les unités de soins palliatifs, reste quand même une mort assez taboue. Je l'ai vécu au quotidien dans une unité de soins palliatifs. 2 heures après, la chambre reste quand même vidée, puisqu'il faut absolument, conception hygiéniste, désinfecter, pour quelle raison, je ne sais pas, la chambre dans les 2 heures qui suivent. Il faudrait aussi parler de ce roi d'Uruk en quête d'immortalité. Je me demande si dans un certain nombre de réflexions actuelles, en particulier sur l'apoptose et autres, il n'y a pas cette... Alors ça c'est 18 ou 17e siècle avant Jésus-Christ, il n'y a pas cette même constante d'une quête de cette immortalité qui s'enracinerait certainement dans des peurs différentes. Alors aujourd'hui, pourquoi donner un regard ou poser un regard médical sur la mort? D'abord tout simplement parce que la mort médicale, c'est la mort légale. Dans une société donc, qui a donné un pouvoir absolu aux médecins, c'est aussi aux médecins de dire ce qu'est la mort, de dire aussi pour le juge, de dire aussi de délivrer ou de ne pas donner le permis d'inhumer, etc. Donc un pouvoir considérable qui est donné au regard médical. Le pouvoir médical aujourd'hui dit la mort et dit la mort légale. Ce que dit d'une certaine manière Jean-Paul Sartre, une vie dont l'autre se fait le gardien, notre mort est un événement qui appartient aux autres. Et aujourd'hui, dans notre société occidentale, c'est vrai que la mort appartient en tout premier lieu au corps médical, aux hommes en blanc. Je vous rappelle que plus de 70% de la population meurt quand même dans des unités très spécialisées, ou en particulier ou à l'hôpital. Donc la mort s'est déplacée du milieu naturel, familial, vers des milieux où elle est une approche tout à fait différente, on va le voir, avec cette distinction, encore une fois, mort, mourir. Ce qui est aussi intéressant à noter dans ce regard médical sur la mort, c'est que d'unique, la mort a basculé vers le mot pluriel. Autrefois, c'était la mort cardiovasculaire qui disait la mort. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, sur environ une 50aine d'années, la mort est devenue cérébrale, essentiellement cérébrale. Autrefois, avec cette mort cardiovasculaire qui nous intéresse encore quand même d'une certaine manière, c'est le cadavre qui montrait la mort, dans cette obsession du montrer ce qui est advenu, rechercher la preuve par le visuel. Il fallait impérativement trouver le cadavre pour dire la mort, y compris en termes de droit. Un marin mort disparu en mer, justement, il n'était pas mort tant qu'on n'avait pas retrouvé. Enfin, il y avait des délais, un cadre juridique extrêmement fort. Il était disparu, présumé mort, etc. Moi, je viens d'une région où, je suis marin moi-même, où il y a beaucoup de marins, on ne peut pas dire de veuves, étaient des femmes qui avaient un statut à part, y compris socialement.
on n'avait pas retrouvé la trace du cadavre, il fallait retrouver le corps mort, leurs maris étaient présumés, etc., etc. Aujourd'hui, avec la mort cérébrale, et ça c'est un changement radical, il n'y a plus besoin de cadavre. La mort ne va plus se montrer, on va chercher, bien au contraire, à la démontrer, et à la démontrer scientifiquement. Donc c'est cette monstration, ce passage de la monstration du cadavre à la démonstration qui me semble être une inversion complète du paradigme et qui semble aussi avoir beaucoup de conséquences. Il n'y a plus de cadavre, un cadavre n'est plus nécessaire, et on va le voir pourquoi. Comment et pourquoi en sommes-nous arrivés à cette inversion? Tout simplement parce que sur 50 ans, les techniques de réanimation médicale se sont beaucoup développées, qu'on a compris un certain nombre de choses, en particulier les comas, et puis surtout, je crois qu'il faut le dire, ça c'est le côté positif des choses, parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait réaliser un certain nombre de greffes. Et c'est l'essor, la naissance puis l'essor de la chirurgie de la greffe qui a probablement, en grande partie, été à l'origine d'un changement de définition de la mort. Pourquoi? Parce que pour pouvoir réaliser un certain nombre de greffes, il fallait d'abord prélever, et prélever évidemment non pas sur des cadavres, puisque la destruction tissulaire est extrêmement rapide, mais prélever sur des... Alors comment on pouvait les appeler? Il n'y avait pas de mots, des individus entre guillemets, en tout cas à corps chaud, donc en tout cas tout sauf des cadavres. Alors aujourd'hui, la mort cérébrale, c'est la mort légale, c'est elle qui donne l'autorisation d'aller chercher un certain nombre d'organes, c'est elle qui permet d'inscrire sur le registre que la personne est décédée, etc. C'est souvent appelé, alors je suis obligé d'aller vite, hein, vous m'excuserez un petit peu, on pourra y revenir dans les questions, c'est souvent appelé de façon impropre le coma dépassé. Cette notion de coma, elle a été travaillée elle apparaît en tout cas pour la première fois dans la littérature médicale en 59, donc ça fait 45 ans, sous la plume de deux Français, Mollaret et Goulon, qui rapportent donc les cas de 23 patients placés sous ventilation mécanique. Alors, ils sont classiquement présentés comme un coma très particulier avec abolition des fonctions de la vie de relation, abolition persistante de la vie végétative. Alors, c'était quand même pour l'époque quelque chose de révolutionnaire, parce qu'on avait d'un côté les vivants et de l'autre côté les morts. Et pour la première fois, deux médecins réanimateurs présentaient des patients, il faut bien les appeler par un nom quelconque, qui étaient un petit peu dans une zone un peu particulière, qui étaient dans un état où ils n'étaient pas tout à fait cadavres, puisqu'il y avait maintenant la possibilité de les maintenir. Alors est-ce qu'on les maintenait en vie? Ça c'est une bonne question. En tout cas, on les mettait dans une espèce de survie physiologique. Ils n'étaient pas cadavres, le corps était chaud, il y avait une espèce de ventilation, mais ils présentaient en tout cas une caractéristique particulière, c'est qu'ils présentaient un coma, en tout cas grave. Alors le coma, j'ai vraiment résumé beaucoup, il peut être caractérisé par un certain nombre de choses très précises qui sont aujourd'hui mesurables, vérifiables, une perte de conscience, encore une fois plus ou moins importante, plus ou moins réversible, une perte encore une fois plus ou moins complète des fonctions de relation, sensibilité, motricité, une perte des fonctions végétatives comme celles qui entretiennent la nutrition qui seront plus ou moins conservées. Donc un certain nombre de paliers qui permettent de décrire des états fonctionnels, anatomiques, fonctionnels, etc. Mais qui permettent aussi toutes les interprétations et tous les fantasmes. Quand Jean-Pierre Chevènement était dans une phase de coma, on a parlé de coma dépassé. Quand il est sorti de son coma, on a parlé de miraculé de la République. Non, il y a des stades, il y a des cadres précis. Je ne crois pas qu'il était miraculé, il était dans un coma d'un certain type. C'est défini, on ne peut pas dire qu'il était mort d'un point de vue médical. Alors par l'intermédiaire aujourd'hui d'une technique ou de plusieurs techniques d'assistance médicale, comme la ventilation, il devient possible d'assurer pendant un temps variable, et cette notion de temps variable, elle pose problème, parce qu'il peut être assez long, la survie physiologique d'un organisme, d'une personne inconsciente. Alors, est-ce que c'est encore une personne en vie qu'on maintient? Est-ce que c'est encore même une personne? Est-ce que c'est simplement un ensemble d'organes fonctionnant de façon mécanique, disons de façon assistée? Ça sont des questions éthiques et philosophiques extrêmement graves qu'on n'a toujours pas réglées. On ne sait pas vraiment donner un mot. Le cadavre correspond à une définition du dictionnaire très particulière, c'est celui d'un homme à corps froid, etc. Alors, est-ce que ce sont des cadavres? Ce ne sont pas des cadavres. Est-ce que ce sont des individus vivants? Ils sont vivants sans être vivants. Ils sont encore individus sans l'être. Est-ce qu'ils sont encore sûrs
jugé de droit, etc. Il y a quand même un certain nombre de problèmes qui ne sont loin d'être réglés. Ceci étant dit, on peut distinguer sommairement 4 types de coma en fonction de, assez classique. Alors, 4 stades de coma, il y a des classifications différentes, celle de Glasgow, celle de Jouret à Lyon, celle de Pierre Buser, etc. Disons un certain nombre de stades qui vont de l'altération légère et réversible à l'altération définitive, complète, etc. Coma léger, vigile, stade 1, il n'y a qu'une abolition incomplète de la conscience. Coma de type 2, moyenne gravité, une abolition complète de la conscience, des fonctions de relation et des fonctions de relation, mais des fonctions végétatives peu perturbées. Coma 3, un coma profond, grave perturbation, avec une respiration qui en général est augmentée, enfin qui est rapide et qui va entraîner par une série d'effets secondaires, donc une accélération du rythme cardiaque, etc. Et en général, à terme, une défaillance circulatoire. Et puis surtout, en ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse aujourd'hui, celui de la mort cérébrale, improprement appelée mort dépassée, et qui est défini encore une fois en France par une série d'examens cliniques et paracliniques, donc des examens complémentaires, rigoureux et extrêmement codifiés, mais qui, encore une fois, vont codifier quelque chose qui sera advenu. Donc à chaque fois, le médecin va se placer de l'autre côté de la mort, avec cette constante difficulté à essayer de comprendre ce processus qui advient et ce moment du passage. Alors cet état de mort cérébrale, ça va être lui qui va définir l'état de mort légale, et il implique une destruction, en tout cas pour ce qui est de la France, complète et irréversible, et du cerveau et du tronc cérébral, donc de toute la partie supérieure au-dessus de la colonne vertébrale, avec un appareil cardiovasculaire qui peut être maintenu artificiellement en état de fonctionnement. Et dans ces conditions, lorsqu'on a en France ce constat par 2 médecins, avec une série d'examens, etc., répétés à intervalles réguliers, lorsqu'on a cette destruction complète, irréversible du cerveau et du tronc cérébral, légalement, le médecin dit la mort. Et à ce moment-là, la personne elle est déclarée officiellement décédée. À partir du moment où elle est décédée, on peut faire prélèvement, si le prélèvement est possible. C'est quand même l'intérêt. Et plusieurs milliers de greffes par an sont rendues possibles par cette technique. Donc il ne s'agit pas, encore une fois, de dénoncer ce changement de définition, simplement de voir ce que aussi ça peut avoir comme conséquence. Alors l'origine des comas, simplement pour vite fait, 3 grandes causes traumatiques, neurologiques ou toxiques. Alors, ce qui m'intéresse par contre d'un point de vue éthique et plus philosophique, c'est que quand on regarde bien cette façon de dire la mort, encore une fois, non pas le mourir, ce processus, mais la mort en tant que telle, on passe de la mort cardiovasculaire, l'épreuve non scientifique du miroir placé sous les narines, qui était censée dire la mort, ou celle du croque-mort justement, on passe de cette définition cardiovasculaire à une mort cérébrale. On va petit à petit, sans s'en rendre compte, sur 50 ans, modifier en profondeur deux choses très importantes qui sont le temps et le lieu de la mort, avec des conséquences épistémologiques et des conséquences éthiques. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse en tant que tel, le déplacement du temps de la mort et le déplacement du lieu de la mort. Le temps de la mort, c'est ce que déjà disait Philippe Ariès dans différents ouvrages, mais il l'a redit dans L'homme devant la mort en 1997. Le temps de la mort aujourd'hui est allongé au gré du médecin. Celui-ci ne peut supprimer la mort pour l'instant, mais il peut en régler la durée de quelques heures qu'elle était autrefois à quelques jours, voire quelques semaines, voire aussi quelques mois. On a tous en mémoire un certain nombre de survies. Et ça, c'est quand même quelque chose de radicalement nouveau. Avant, la mort advenait sur un champ de bataille, on constatait. Bon, aujourd'hui, c'est un peu différent. On peut maintenir en vie, en survie, en je ne sais quelle définition, des individus qui sont toujours des individus sans être complètement des individus. Donc on crée, on va le voir, des espaces un petit peu curieux. Alors la différence vie-mort aujourd'hui, elle semble davantage une histoire de degré que de nature. Et ça, c'est pas fait pour simplifier les choses, puisqu'on sera, dans certains pays, en tout cas dans certaines cultures, plus ou moins mort, plus ou moins en vie. J'ai longtemps travaillé ou vécu au Royaume-Uni. Dans la mort cérébrale, on distingue différents états, des morts partielles, des morts apparentes, etc., etc. On peut être déclaré plus ou moins mort.
Si le corps, alors autre problème aussi de ce temps de la mort, c'est que si le cœur bat encore, si le corps est encore chaud, s'il respire même artificiellement, ce n'est toujours pas un cadavre pour la définition légale, donc pour le juriste, et pourtant on peut dire que d'une certaine manière la mort est là, et qu'elle est bien installée. Donc la mort n'est plus synonyme de cette rupture du temps, entre cet avant et cet après, cette rupture, cette coupure radicale, ce moment du passage absolu. Elle semble simplement devenir quelque chose qui s'étale, et qui s'étale non plus simplement dans un temps bref, mais dans la durée. Création de ce que Jean-Claude Beaune a appelé, le philosophe lyonnais, élève de Dagonnier, ce royaume intermédiaire, c'est-à-dire on assiste à des créations d'espaces tampons, de no man's land, ou ce que j'avais appelé de purgatoire laïque, où finalement on ne sait pas trop ce qui se passe, et il faut avoir vécu ces ambiances très particulières d'unité de réanimation, ou à Berck en particulier, où était Jean-Dominique Bauby, où il y a une ambiance très particulière de purgatoire, ou je ne sais pas, enfin c'est très curieux comme sentiment, où la vie est là tout en étant arrêtée. Enfin, ce sont des no man's land qui il y a même pas 50 ans étaient absolument impossibles. J'ai retrouvé simplement la même allusion chez Blanchot dans L'instant de ma mort, où il parle de ce moment justement, de cet instant de ma mort, où il est empêché de mourir par la mort même. Alors le temps de la mort, eh bien, ce sont aussi ce que dit Beaune dans les spectres mécaniques, ces zones de latence, de suspens, de moindre être, qui constituent chaque jour davantage la forme normale de notre vie. C'est-à-dire qu'on s'installe dans des structures de réanimation, à tout point de vue, où on multiplie les zones de latence, les zones de transit, comme on dit, pour clandestins ou autres, comme à Air France. Eh bien, c'est la même chose pour la mort. On s'aperçoit qu'on passe de la vie à la mort en passant par des purgatoires de plus en plus espacés. On a tous en souvenir et en mémoire la mort de Franco ou de Tito ou du dernier souverain chémite. Alors, ensuite, le lieu de la mort a bougé, a évolué, a été déplacé. Autrefois, mort unique égale arrêt du cœur. Organe référent, le cœur. Mort rapide dans le temps et dans l'espace. Comme au théâtre, unité de lieu, de temps et d'action. Avec la mort cérébrale, encore une fois, cette unité est brisée et on va passer, mais ça serait une longue démonstration à vous faire, mais justement de la monstration à la démonstration. On va chercher un certain nombre de choses très précises, très scientifiques, qui vont nous éloigner petit à petit du sujet, de sa vie, de son histoire, de son identité, qui seront de l'ordre de la preuve scientifique qu'il va falloir apporter. Toujours cette justification par la preuve, cette médecine par la preuve qui est en train de faire crever la médecine aujourd'hui. C'est-à-dire que tant qu'on ne peut pas prouver quelque chose en médecine, on n'a rien dit. Je vous rappelle qu'en médecine, c'est une parenthèse, mais une maladie n'existe que si on peut la nommer. Tant qu'on ne peut pas nommer une maladie, elle n'existe pas. Donc on fait fi de la subjectivité, de la souffrance de la personne, etc. Donc impérativement, même dans la mort cérébrale, montrer par la démonstration, cette fois, par le chiffre, par la preuve, l'existence de ce qui est advenu, par une triade, alors là, constatation, élimination, persistante. La constatation, c'est la recherche des signes cliniques fondamentaux, avec ce vocabulaire médical qui est absolument fascinant, puisqu'on va à la fois chercher les signes positifs de mort et puis les signes négatifs de vie. C'est quand même une littérature assez passionnante. Encore une fois, c'est jamais la mort de Monsieur X ou de Madame Y, ça sera toujours la recherche des signes positifs et des signes négatifs de vie. Alors, signes positifs de mort, on va rechercher, ça c'est assez classique, l'hypothermie, la rigidité, les rigidités cadavériques, les lividités, c'est-à-dire les taches de position qui apparaissent au bout d'un certain temps, les phénomènes de déshydratation, putréfaction, etc. Je vous passe tous les détails. Et puis on va aussi chercher les signes négatifs de vie, mort cardiovasculaire, qu'on va essayer de constater, mort cérébrale, donc par pratique d'électroencéphalogramme, qui devront être répétées un certain nombre d'heures, qui devront être faites par un chef de service, assisté d'un autre médecin, etc. etc. Abolition, on va chercher l'abolition des réflexes, l'hypotonie, l'hémidriase, enfin des signes très caractéristiques qui nous ramèneraient aussi, il y aurait une étude à faire là-dessus, sur cette peur d'être enterré vivant. Donc cette obsession aussi, non seulement de la preuve pour démontrer, mais comme s'il y avait une peur inconsciente ou refoulée chez le médecin devant cette mort qui arrive et dont on n'est jamais sûr finalement, avec ces espaces de zone transit. Est-ce qu'ils sont bien morts? Est-ce qu'ils ne vont pas revenir à la vie? Il faut impérativement chercher, en éliminant, ça c'est quand même la moindre des choses, des causes qui pourraient faire croire à un état de mort cérébrale.
et qui se ramènent d'un état, qui font penser à un état de mort cérébrale, qui peuvent être parfois des états réversibles. On va aussi chercher la persistance des signes dans la durée, en particulier par la pratique d'électroencéphalogramme à plusieurs heures d'intervalle. Et puis chaque culture ou chaque pays occidental va aussi ajouter ses propres investigations en fonction de ses propres peurs ou outils de mesure. Je rappelle quand même que ces techniques de mesure ou d'investigation, de démonstration de la mort sont quand même des propriétés ou des spécificités de nos pays riches, puisque dans les pays pauvres, on n'a pas le temps de se poser ce genre de questions. D'abord parce qu'on meurt de faim ou qu'on meurt en général d'une rafale de mitraillette. Donc c'est quand même un signe, cette mort à l'hôpital à 70%, c'est quand même pas, comme les soins palliatifs, d'ailleurs il faut bien le dire, c'est pas une mort qui concerne tout le monde, c'est une maladie de pays riches. Mourir à l'hôpital, c'est une maladie de pays riches. Et être entouré dans les unités de soins palliatifs, c'est une maladie de pays riches, au sens où on entend les soins palliatifs aujourd'hui. Il faut quand même être bien conscient des choses. Alors mort cérébrale, va-t-on, ça c'est une question, vers des épistémologies régionales, c'est une grande inquiétude. En déplaçant le lieu, le temps, on s'aperçoit aussi que les cultures médicales ou les cultures tout court ont des interprétations différentes, par exemple des comas, qu'on peut ainsi, en Grande-Bretagne c'est le cas, définir des morts étagées, des morts plus ou moins importantes, etc. Et quand vous prenez le même accident de voiture en France, en Grande-Bretagne, dans d'autres pays, en France peut-être vous serez déclaré plus vite mort qu'en Grande-Bretagne et réciproquement. Donc en déplaçant encore une fois le lieu et le temps du cardiovasculaire vers le cérébral, on régionalise, on ouvre la porte à des interprétations, ce qui n'est pas non plus pour simplifier ces phénomènes d'appréhension, et ce qui ne va pas non plus dans le sens de rassurer le malade, parce que évidemment cette peur de la mort, elle est constante, y compris et en particulier dans le corps médical, qui a beaucoup de mal à s'approprier cette notion de corps mourant et de mort. Difficile en médecine de parler de la mort, même dans les unités de réanimation, ça pose problème aux médecins. Et bien évidemment, quand on crée des espaces tampons où il s'agit non plus de vie, non pas encore tout à fait de mort, mais d'un espace où on ne sait pas ce que c'est, si en plus on rajoute des morts partielles, des morts étagées, tout ce que vous voulez, ça n'arrange pas le cadre logique, le raisonnement du médecin, qui est quand même souvent dépourvu, et on peut le comprendre de par sa formation, etc. Alors il faudrait aussi parler, comme l'a dit Georges Canguilhem, l'a magistralement montré dans le normal et le pathologique, de l'importance d'un certain nombre de travaux, en particulier ceux de John Jackson, qui est le neurologue britannique associé à l'épilepsie et qui a fait tout un travail sur cette distinction des fonctionnalités du cerveau, du supérieur à l'inférieur, de ce qui apparaît le plus tard dans le développement, etc., et qui permet de comprendre en Grande-Bretagne, pays dans lequel on a une admiration pour John Jackson, cette conception de mort étagée. Parenthèse pour dire que le normal et le pathologique, pour moi, c'est un livre vraiment de science-fiction. C'est écrit pendant la Seconde Guerre mondiale par Canguilhem, qui est à ce moment-là dans le Vercors, enfin, pas dans le Vercors, mais qui fait de la résistance, qui fait le coup de feu contre les Allemands dans le jour et qui écrit le normal et le pathologique la nuit. C'est pour moi un livre qui, avec 50 ans d'avance, c'est pour ça que c'est un livre de science-fiction, dit ou pose tous les enjeux de la médecine actuelle. Le statut de la preuve en médecine, la norme, la normale, est-ce que la normale est forcément le pathologique, etc., etc. Et on peut dire qu'en germe, pas seulement en germe, tout est dit déjà chez Canguilhem. Alors, pour résumer ce que je viens de dire, on pourrait dire qu'après cette rupture de l'unité de lieu, de temps et d'action, la médecine moderne et la médecine contemporaine serait ou pourrait être caractérisée par cette espèce de nouveau théâtre, ce nouveau jeu de rôle qui serait mis en évidence par une nouvelle spatialisation et un nouveau rapport au temps. Avant de lire ce qui est écrit, je vous renvoie aussi, parce que j'y pense soudainement, à la série Urgence, qui me fascine. Parce que quand vous voyez... D'abord, dans la série Urgence dit bien ce qu'elle dit, c'est-à-dire que ça se passe en tout cas, c'est censé se passer dans les urgences. Dans les urgences, ça court toujours. Par principe, ça court toujours. Donc ils sont tous obsédés, etc. Ils se jettent sur le malade et vous porterez attention à la traduction qui est faite. C'est-à-dire que quand le malade lambda pose une question en termes simples, par principe, on lui répond toujours dans une espèce de métalangage absolument incompréhensible, où tout est codé, formulé, par onomatopée, chiffré, etc. Ce n'est pas neutre non plus. Cette façon que nous avons en médecine à
occulter quand ça nous gêne, alors il faudrait l'avis d'un psychanalyste, ce qui nous pose problème, à l'enfermer ou à y répondre d'une certaine manière qui est en fait une façon de se défiler. Donc je réponds au malade, est-ce que je vais m'en sortir, docteur, par une série de chiffres absolument incompréhensibles pour le malade lambda. Et faites attention, mais c'est vraiment, c'est même pas une caricature, c'est toute la série, chaque séance d'urgence est construite sur ce modèle. Cette impossibilité de communication à une époque où tout le monde communique, de communiquer justement. Je vous rappelle aussi ce que disait Jean Kelevitch, pas seulement sur la mort, on commence à communiquer le jour où on n'a plus rien à dire. Donc il y aurait beaucoup de choses à faire. Alors, nouvelle spatialisation et nouveau rapport au temps, il faudrait aussi impérativement relire ce que nous en dit Michel Foucault, en particulier dans Naissance de la clinique, et en particulier dans ce chapitre remarquablement construit qui est « Voir, savoir », où le premier mot, Hippocrate, et le dernier mot de son chapitre, Bichat. Et vous avez en résumé dans ce chapitre petit paragraphe, ce petit chapitre extrêmement dense, un résumé assez bien fait, me semble-t-il, de l'évolution de la médecine moderne et contemporaine, où on passe d'un idéal hippocratique, premier mot de ce paragraphe, accompagnement des malades, accompagner sur le chemin, faire qu'on connaisse mieux les lois de la nature, mais que finalement c'est toujours la nature qui, en fin de compte, garde le dernier mot, à Bichat, naissance d'un nouveau regard clinique qui s'appelle le coup d'œil, naissance d'une médecine moderne et contemporaine, c'est repris ensuite de façon magistrale par Claude Bernard. Et il faudrait faire tout ce travail d'investigation et comparer déjà ce que nous dit Claude Bernard sur, peut-être pas la mort, mais sur la façon dont on doit appréhender les choses. C'est-à-dire qu'il ne suffit plus, la médecine hippocratique, c'est fini tout ça. La médecine où on se tient compte de la subjectivité du malade, de ses désirs, de ses souhaits, ça n'est vraiment plus intéressant. Il faut vraiment s'intéresser à l'objet malade, à la pathologie, etc., aux organes. C'est ce qui est permis au XIXe siècle avec la découverte de l'utilisation du microscope, naissance d'une nouvelle discipline, comme nous dit Foucault, l'anatomie pathologique, etc. Donc de la mise sous verre, découverte de la focalisation sur l'infiniment petit. Il y aurait tout un travail à faire là-dessus qui va dans le sens aussi de cette nouvelle spatialisation. On voit très bien émerger à partir de la Révolution française un certain nombre de nouveaux paradigmes. Et puis évidemment Georges Canguilhem qui avait anticipé ce règne aujourd'hui de la justification, de la démonstration, de la mise aux normes et en normes. Je vous renvoie aussi à l'élève de Georges Canguilhem, François Dagonier, dans un tout petit texte qui est un discours, un échange, un débat avec un journaliste qui s'appelle « Pour une philosophie de la maladie ». Alors, des conséquences éthiques aussi, donc après ces réflexions médicales, épistémologiques, je crois qu'il faudrait s'interroger sur le sens profond de la médecine aujourd'hui. On fait ou on veut faire tout dire à la médecine. La médecine entend dire la vie et entend dire la mort. En tout cas, on veut lui faire dire la vie, on veut lui faire dire la mort. Ce qu'est la vie, et en tout cas aussi où en situer le début et où en situer la fin. Donc évidemment en phase où le pouvoir religieux a perdu de son influence, où le pouvoir politique est souvent discrédité, ne reste ou ne resterait que le pouvoir scientifique qui survivrait, en particulier des médecins, à la mêlée pour dire les progrès ou en tout cas les limites des progrès d'une société. Les progrès de la réanimation médicale, parce qu'il s'agit bien de progrès, ça c'est incontestable, ont imposé quand même une nouvelle métaphysique de l'homme, voire, comme dit Jean-Claude Beaune encore une fois, une nouvelle définition de l'homme acquise au prix d'une nouvelle définition de sa mort. Et je crois qu'on passe trop sous silence cette nouvelle métaphysique de l'homme en santé, que la médecine s'approprie depuis la naissance jusque la mort et même après. Alors, à partir d'une définition obsolète, mais unique, la mort cardiovasculaire, en un demi-siècle, disons depuis le début des années 60, notre médecine occidentale contemporaine a, il n'y a pas d'accent, régionalisé la mort de différentes manières, ce qui a fait, non pas, ce qui a permis certainement la chirurgie des greffes, mais qui a aussi brouillé beaucoup de pistes. Et on pourrait se poser la question aujourd'hui, et le phénomène va en s'accentuant, au moment où plus de 70% de la population meurt à l'hôpital, on pourrait ou on devrait s'interroger sur la signification ou la définition d'une mort authentiquement humaine, et bien au-delà encore sur la question du mourir. Qu'est-ce que mourir? Parce que finalement, constater ce qui est advenu, ce n'est pas forcément ce qui est le plus difficile, mais essayer de constater ou de définir ou de cadrer ou de borner ce qui est en train d'advenir, c'est bien plus compliqué.
Alors, la médecine en tant que telle nous apprend-elle quelque chose du mourir humain? Je crois qu'en dépit de toutes nos connaissances scientifiques très élaborées et très poussées, l'impensable et l'indicible de la mort demeure. Je crois qu'il n'y a pas de réponse, en tout cas médicale, sur cet indicible de la mort. Aucun des mystères n'est levé. Aujourd'hui, on continue d'observer l'infiniment petit comme on le fait aussi de l'infiniment grand, qui sont nos deux obsessions. L'infiniment petit, on ne cesse de le découvrir à chaque fois plus petit, mais les frontières ou les bornes ou les limites sont à chaque fois repoussées. Les pistes sont de plus en plus brouillées, me semble-t-il, y compris sur le plan médical. Qu'est-ce que c'est que cette apoptose? Qu'est-ce que ça veut dire? La subjectivité, par contre, elle est de plus en plus évacuée, la subjectivité du malade, au profit, pense-t-on, ça c'est à mon avis un mythe grave, d'une pure objectivité. Dans ces conditions, une question qui serait centrale à poser, que devient mon alter ego? C'est-à-dire que quand même dans la relation de soins, me semble-t-il, ou alors je n'ai rien compris, c'est quand même toujours la rencontre d'un soignant et d'un soigné, c'est-à-dire d'un côté de quelqu'un qui vient dire sa plainte en termes subjectifs et de l'autre quelqu'un qui en termes objectifs, à partir de ses conséquences, de ses compétences, de son savoir, doit traduire cette plainte. Eh bien, on pourrait se demander dans ces conditions ce qu'est en train de devenir mon alter ego, y compris dans le statut du cadavre, ou du corps en train de mourir, ou de l'individu qui n'en finit pas de mourir, puisque je ne sais plus comment l'appeler, mon absolu semblable et pour autant mon absolu différent. Je vous renvoie à Paul Ricoeur, qui définit sa mort, ta mort et ma propre mort. Parler de la mort en général, c'est facile. Parler des statistiques de la mort, ça, c'est pas un problème. Parler de la mort qui me concerne devant mes yeux, c'est-à-dire celui qui est en train de mourir, ça, c'est beaucoup plus difficile. Parler de cette définition de la mort face à ce qui est encore de la vie mais qui n'en est plus tout à fait, qui pourrait être moi, c'est beaucoup plus difficile et ça les médecins ne sont pas formés à ça. Quant à parler de ma mort, alors là c'est un sujet qui reste paradoxalement tabou. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle la mort médicalisée finalement reste sur le constat de l'advenu, parce que constater ce qui est advenu, c'est un constat de médecin légiste. Ça mange moins de pain que d'essayer de réfléchir à ce qui est ma propre ipséité, le caractère de l'être humain. Alors face à la mort cérébrale, on devrait aussi se poser 3 questions éthiques distinctes. À partir de quand un être humain est-il mort? Et pour moi, la réponse aujourd'hui, elle est ambiguë, j'ai pas de réponse. À partir de quand est-il moralement possible aux médecins de mettre un terme à la vie des patients? C'est récurrent, euthanasie, acharnement thérapeutique, cocktail lithique, sédation, tout ce que vous voulez. À partir de quand, troisièmement, est-il moralement acceptable de prélever des organes, qui était quand même le pourquoi de la définition d'une mort cérébrale. Avec la mort cardiovasculaire, c'était très simple. On pouvait dire que l'homme était mort quand la circulation et la respiration avaient cessé. Ça paraît simple, mais justement c'était imparable parce que c'était simple. Quand pouvait-on mettre un terme à la vie de l'individu? C'était simple aussi, jamais. Il y avait d'un côté les vivants, de l'autre il y avait les morts. Et entre deux, il n'y avait pas de no man's land puisqu'il n'y avait pas de réanimation. Donc il y avait les vivants, tant qu'on était vivant, on était vivant, et après on était mort. On passait du vivant à l'advenu. Ça c'était très bien pour le médecin, parce que je constatais la vie, puis d'un seul coup je constatais la mort. Donc je n'avais pas à me poser cette question qu'essaye de comprendre les soins palliatifs. Qu'est-ce qui se passe finalement dans ce passage? On n'a pas de réponse non plus dans les soins palliatifs. Et troisièmement, à partir de quand les greffes étaient-elles possibles? En théorie, lorsque simplement la personne était décédée. Ce qui fait que c'était très difficile, évidemment, le temps des pionniers, de faire des greffes. Je vous rappelle qu'on prélevait aussi, je crois que c'est la première greffe de rein ou tentative de greffe de rein en France, c'est sur un guillotiné, où on se précipite sur le corps chaud pour essayer de prendre un rein. Avec la mort cérébrale, alors, comment définir ou quand dire que l'individu est mort? Est-ce que c'est quand la conscience a définitivement disparu? Alors à ce moment-là, est-ce qu'on n'est pas en train de réintroduire une nouvelle version d'un dualisme corps-esprit qui consisterait à nouveau à donner un privilège? Alors on n'est peut-être pas très loin de Platon. Une supériorité absolue à l'âme, c'est la conscience qui donnerait la définition. Alors c'est vrai dans certains pays, c'est plus vrai dans d'autres. Est-ce que c'est vraiment la conscience qui doit dire l'individu? Est-ce que c'est elle uniquement? Est-ce qu'on peut parler, comme certains l'ont proposé, de dire qu'on peut admettre une mort physiologique avec la destruction simplement du cerveau et ensuite la mort complète de l'individu lorsque tout est arrêté? À partir de quand interrompre un certain nombre de traitements ou mettre un terme à la vie de l'individu?
Ça, c'est une question qui, à mon avis, est extrêmement délicate, difficile dans ces conditions. La fin de Jean-Dominique Bauby, qui n'était pas dans une phase justement de coma dépassé, prouve bien que ces états un peu curieux sont des états où il est très difficile de dire ce qui est digne et ce qui ne l'est plus. Qui jugera du moment? C'est une question, à mon avis, qui est éminemment philosophique. Et enfin, évidemment, le problème de la greffe, on aura intérêt à prélever le plus en amont possible de la mort elle-même, avec tout ce que ça comporte comme risque, comme conséquence, même si ça a été prévu par l'établissement français des greffes, mais c'est une question qui mérite d'être posée. Alors, quand même, pour une fois, pour terminer, sur Jean Kelevitch, dont j'ai cité dans la bibliographie un certain nombre d'ouvrages, la difficulté, à partir du langage, c'est de penser, évidemment, tout ce qu'il y a de pensable et dans l'impensable de la mort. Or, cette difficulté, c'est presque une impossibilité. En réalité, la plupart des ouvrages traitent des corbillards, la philosophie des pompes funèbres, devises de choses et d'autres, et surtout d'autres choses, et surtout pas de la mort. Voilà, je crois que j'ai fini. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour reprendre ce que vous aviez dit simplement en conclusion, vous avez parlé de lieux d'exercice de la mémoire. Est-ce que les morgues hospitalières sont en train de devenir ces nouveaux lieux d'exercice de la mémoire? Je n'ai pas de réponse. Il y a un paradoxe quand même constant dans nos sociétés où on montre tout, toutes les formes de sexualité, à considérer que la mort reste un tabou ou redeviendrait d'une certaine manière un tabou alors qu'on la montre à l'écran partout. Donc je suis extrêmement sceptique en conclusion sur ce rapport de la médecine à la mort qui n'est pas encore une fois un rapport de la médecine au processus du mourir, mais qui est un rapport à ce qui est advenu, un rapport, alors j'ai pas d'agression contre les médecins légistes, mais un rapport de médecin légiste plutôt qu'un rapport de praticien et de clinicien. Alors que devient l'autre dans ces conditions en train de mourir, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse médicale à ça.